Bonjour à tous et à toutes, c'est TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 3. L'arrivée du jeune Tarwin se fait dans la plus grande discrétion. Il apparaît dans une salle qui lui rappelle une architecture propre à son monde. Il semble même, durant quelques secondes, être entré sur sa planète. Mais il n'en est rien. Il se trouve dans un centre de peuple, un lieu qui reprend les codes de chaque civilisation, afin de faciliter la transition du choc culturel. Car oui, les centres galactiques ne sont ni imprégnés de quelque culture ou de façon de vivre de quelque peuple que ce soit. Ce sont des lieux où seul le travail démocratique et le bien-pensant est maître mot. Ils n'ont pas le temps de s'adonner à des rituels propres à chaque civilisation. Le jeune homme semble assez ravi de voir un environnement familier. Il se déplace au travers des multitudes de pièces qui couvrent les lieux pour arriver vers une pièce qui semble être le lieu de vie principal. On peut y trouver de multiples lumières sur les murs qui s'harmonisent comme le feraient les champs d'arbois. Le jeune homme s'en approche en pensant trouver ces petits insectes, fougueux, mais il n'en est rien. Ce n'est rien de plus qu'une animation qui semble peu réaliste de près. Il semble déçu, mais pas étonné. Après tout, sa mère l'avait prévenu. Il n'y a rien de vrai dans les centres galactiques, disait-elle. Au fond de lui, il espérait qu'elle avait tort. Il se rapproche du centre de la pièce où se trouve une statue qui représente 4 grands personnages de la civilisation Clove, chacun regardant un angle différent de la pièce. Ils ont un air d'observateur tout en ayant une posture de monarque. On peut voir leur prestance sans même connaître leur histoire. Le jeune Clove se poste devant l'une des statues. Il l'observe avec le plus grand discernement, à la recherche de détails qu'il ne connaîtrait pas sur ce fameux personnage. Au même moment, 2 hommes sortent d'une pièce située près d'un des couloirs. Ils sont vêtus de tenues traditionnelles de vassal, qui, en d'autres termes, est le vêtement de serviteurs administrés. Le premier semble être plus âgé, pressant son pas, tout en ordonnant de façon discrète à son poursuivant de le suivre de près. Les 2 sont aussi des Cloves. Ils s'approchent du jeune homme discrètement. « Seigneur Clove !» dit le plus âgé, tout en prenant une posture de révérence, qui est suivie aussitôt par son homologue. Le jeune Clove se retourne pour découvrir ces 2 hommes qui lui paraissent bien trop protocolaires à son goût. Il est gêné, mais ne dit rien dans un premier temps, ne voyant pas de réaction de leur part. Il comprend qu'il doit dire ou faire quelque chose pour qu'il se relève. « Qui êtes-vous » demande-t-il. Le premier homme s'apprête à lui répondre tout en gardant la posture de révérence. Mais Tarwin lui indique de se relever en lui attrapant le bras. L'homme se relève tout en le regardant avec stupeur. L'autre semble aussi surpris par l'attitude du jeune Clove. « Nous sommes vos vassals pour la durée de votre service auprès de la République universelle, répond-il d'un ton presque gêné. Très bien, rétorque le jeune homme. Puis ajouta « Par contre, ne vous inclinez plus face à moi, je trouve ça dégradant. » Les 2 individus se regardent,
avec un sentiment d'incompréhension. Mais il me semble avoir vu sur votre dossier que vous venez de la planète Clavs. Vous êtes donc un Clove pur. Nous devons appliquer les règles en vue de votre rang. Si vous ne les appliquez pas, vous serez puni par le Conseil des Cloves, si je comprends bien, demande Tarwin. Nous risquons d'être bannis, mais pour cela, il vous faut faire une plainte auprès du Conseil, Monseigneur. Bien, alors cessez de vous incliner face à moi. C'est un ordre, rétorque à nouveau le jeune Clove. De plus, vous aussi, vous êtes des Cloves. Oui, mais nous ne sommes pas des sangs purs. Parmi le peuple des Cloves, il y a une hiérarchie des castes. Seuls les Cloves ayant comme ancêtres des membres appartenant à leur race peuvent prétendre être considérés comme purs. Tout ce qui engendre des enfants d'union autre que celle de leur race se voit automatiquement déchus de leur statut de pur pour devenir une sous-caste de leur propre peuple. Ainsi, leurs enfants ne pourront plus jamais retrouver le statut de pur Clove. Le jeune homme remarque le teint de peau des deux vassals qui est légèrement moins sombre que le sien. Pour lui, il n'y a aucune différence. Car jusqu'alors, il les voyait comme des Cloves, mais la politique stricte de son peuple lui paraît bien trop dure. Que vous ne soyez pas pur ne change rien à mes yeux. Vous êtes des Cloves pour moi. L'homme le plus âgé incline sa tête en avant, en signe de remerciement, tandis que le plus jeune, lui, ne peut s'empêcher de laisser s'échapper un léger sourire de reconnaissance. Je tiens tout de même à suivre le protocole. Je me nomme Valum. Je suis votre serviteur durant les 5 ans, ou plus, que vous passerez au service de la République universelle. Et je vous présente Silus, c'est mon second. Nous sommes ici pour vous aider dans quelque domaine que ce soit. Ici, vous êtes dans le Panthéon. C'est un endroit dédié exclusivement à notre race. Le jeune homme regarde aux alentours, mais ne voit personne. Alors qu'il s'apprête à poser une question, Valum répond aussitôt. S'il n'y a personne, c'est parce qu'il y a des sorts d'isolement qui vous permettent d'avoir votre propre espace de vie à l'écart des autres. Si vous voulez, je peux rompre le sort pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec les autres membres de notre race. Mais je ne pourrai pas vous suivre, car en tant que vassal, je n'ai pas le droit de me mêler aux autres. Mais il vous suffira de prononcer mon nom et je vous ferai revenir dans votre espace personnel, dit-il tout en se préparant à attraper le linge qu'il laisse pendre sur son avant-bras droit. Non merci, je n'aime pas tant que ça mes semblables, répond Tarwin, les laissant sans voix. L'homme se gratte la gorge d'un petit bruit aigu, puis reprit. Je suis persuadé que le Seigneur, dit-il tout en laissant un blanc comme pour attendre quelque chose. Tarwin ne comprit pas de suite, mais répondit tout de même. Tarwin, je m'appelle Tarwin. Valum répondit d'une inclinaison de tête. Comme je vous le disais, Seigneur Tarwin, je suis persuadé que vous avez reconnu les statues au centre du Panthéon. Elles illustrent les 4 grandes figures de notre civilisation. Chacun de ces hommes se sont distingués par leurs exploits, qui ont fait la reconnaissance de notre peuple au travers de l'univers. Je sais, répond Tarwin. Celle-ci représente mon grand-père, dit-il en montrant la statue en face de lui. Les 2 hommes s'inclinent à nouveau face à lui. Le jeune Clove se sent à nouveau gêné face à eux. Il leur demande de se relever, mais
il s'y refuse. Comprenez-nous, Seigneur Tarwin, nous ne nous inclinons pas par respect protocolaire ou autre convention, mais bel et bien par respect pour votre lignée. Le jeune homme ne comprend pas leur attitude. Il leur réitère sa demande de se relever. Il s'exécute au bout de quelques secondes. Seigneur Tarwin, il vous faut comprendre que pour nous, simples cloves, ayant une admiration sans borne pour les grandes figures de notre peuple. De plus, le Panthéon représente les 4 plus grands illustres membres de notre race. Qui plus est, ces 4 membres appartiennent à une seule et même famille. Le jeune homme lance son regard sur les statues. Intrigué par la révélation qu'il venait d'entendre, il était sans voix, car il n'avait jamais entendu parler des 3 autres. Comment ça, de la même famille? Valoum semblait surpris par la question du jeune clove. « Vous ne connaissez pas vos ancêtres ?» demande-t-il d'un ton interrogateur. « Je connais mon grand-père, Corluc, mais je n'ai jamais entendu parler des autres. » Le plus jeune des vassals s'interroge sur son éducation auprès des grandes académies de Claves. « Vous n'avez jamais reçu des cours de l'histoire de notre civilisation ?» demande-t-il. Il fut aussitôt repris par son mentor, qui lui suggérait de retenir ses paroles face à un seigneur clove. Mais cela donna un prétexte à Tarwin de sourire. Les 2 hommes ne savaient plus comment réagir. Vous savez, depuis ma naissance, vous êtes les 2 seules personnes qui aient eu autant de respect pour moi. Un blanc s'installa durant quelques secondes. Je suis né en tant qu'élémentaris et je n'ai jamais eu le droit de fréquenter ni les grandes institutions, ni même de vivre dans les villes de Claves. Je pensais que c'était par respect envers ma mère et aussi mon grand-père, mais je ne savais pas que ma lignée était aussi prestigieuse. Vous pourriez m'en dire plus sur les 3 autres ? Bien sûr, répondit Valoum. La statue à gauche de Corluc, c'est Korg, le père de Corluc. Il a combattu et s'est illustré durant les guerres des 4. Le jeune homme en avait vaguement entendu parler durant son éducation auprès de son maître. Le nom de la guerre faisait référence aux 4 grandes races qui étaient constamment en guerre pour des territoires. Puis, à gauche de Korg, vous avez Bord, le frère de Korg, qui lui aussi a combattu durant cette même guerre, mais a péri durant une attaque de grande ampleur, qui s'est conclue par la destruction d'un système solaire. Il emporta tous ses ennemis avec lui. D'ailleurs, peu de temps après cet exploit, la guerre prit fin. Puis, à la gauche de Bord et à la droite de Corluc, vous avez Klong, le père de Korg et de Bord, qui fut le premier chef de guerre de l'armée universelle des Cloves. Tarwin faisait le tour du monument pour observer chaque personnage en espérant trouver quelque chose de familier, mais sans succès. Valoum l'attendait devant la statue de Corluc en espérant discerner une quelconque joie dans le regard du jeune homme, mais là aussi sans succès. Silus suivait de près le jeune clove. Quand il s'arrêta à nouveau devant la statue de Corluc, il ne pouvait plus retenir sa question qui le dérangeait. « Seigneur Tarwin » demande-t-il tout en s'inclinant légèrement. Le jeune homme se tournait pour lui faire face, ce qui entraîna une réaction immédiate de Valoum, qui prit des gros yeux, car il avait compris le sens de la question de son confrère, mais ne la considérait pas comme utile dans cette circonstance. Silus prit le temps de regarder son confrère par-dessus l'épaule du jeune clove. « Je voudrais savoir,
si cela ne vous dérange pas. Vous venez de dire que vous ne pouviez pas entrer dans les villes de Claves. Mais où viviez-vous? Valoum faisait de grands gestes en silence derrière Tarwin pour essayer de rechercher l'attention de Silus afin de lui faire comprendre qu'il ne doit pas poser de questions, mais juste répondre aux questions de ses hôtes, mais en vain. Je vivais dans une petite maison à l'extérieur de la grande ville de Clyron, mais je passais la plupart de mon temps dans la nature. Silus semble de plus en plus intrigué. « Mais j'ai encore une question si vous le voulez bien, demande-t-il, alors que Valoum continue à gesticuler derrière le jeune Clove. Les forêts de Claves ne sont-elles pas dangereuses au point que les Cloves eux-mêmes ne peuvent s'y aventurer? La réponse ne se fit pas attendre. Si, elles sont restées sauvages. Aucun Clove ne peut pénétrer, sauf moi. J'ai grandi dans les forêts, je jouais avec les animaux, j'ai appris à les connaître, tout comme eux ont appris à me connaître. Je suis le seul à pouvoir vivre et goûter au plaisir de la nature de Claves. Le jeune vassal fut étonné par la réponse. Malgré son envie de savoir comment Tarwin avait pu domestiquer une telle nature, il fut interrompu par Valoum, qui lui lança son regard noir. Le seigneur Tarwin n'est pas là pour nous raconter sa vie, jeune Silus, dit-il d'un ton hautain, puis reprit. Seigneur Tarwin, nous avons été informés que vous étiez envoyé dans une unité de sécurité républicaine, une fonction noble. Nous sommes là pour vous servir dans votre réussite. Vous pouvez donc poser toutes les questions ou demandes que nous nous efforcerons de satisfaire. Pour commencer, si vous le voulez bien, je vais vous montrer vos vêtements et objets liés à votre fonction, puis prit la direction d'une des portes dans l'angle de la pièce, tout en invitant le jeune homme à le suivre. Tarwin découvre une remise des plus escarpées, une pièce entièrement mécanisée, des robots qui sortaient des murs pour amener ou reprendre toutes sortes d'objets. En quelques battements de cils, la pièce se remplit de machines qui ne cessaient d'amener des boîtes de métal qui s'alignaient sur une même ligne. Valoum reprend son monologue avec un ton des plus supérieurs. Avant toute chose, il vous faut mettre votre tenue protocolaire, car ils vous serviront en tout moment, surtout quand vous ne porterez plus votre armure. Tarwin l'écouta tout en plissant légèrement les yeux. Ensuite, vous pourrez revêtir votre armure de soldat. Il invite le jeune homme à revêtir une tenue qui ne lui semble pas adaptée à sa vision d'un vêtement confortable. Il les enfile tout de même, sans se préoccuper du regard des deux vassals qui se tournent aussitôt. Ils étaient gênés par le manque de pudeur du jeune homme qui n'avait pas du tout compris le protocole en vigueur. Une fois sa tenue mise, qui lui paraissait bien trop serrée et peu esthétique, le bas de sa tenue lui offrait très peu de mouvement. Mais le fait que le haut de sa tenue lui donnait une extension qui cachait une partie de son pantalon lui donna l'idée qu'il cacherait les parties de son vêtement qui pourraient se déchirer. Quant à la partie supérieure, qui était plus un veston à franges muni de multiples attaches dissimulées, qui donnait un rendu des plus intrigants, car de son point de vue, il aurait presque cru que le vêtement tenait tout seul. Le tout lui donnait l'impression que son corps s'allongeait. Il n'aimait pas trop la couleur beige qui lui était imposée, mais selon Valoum, c'est la couleur obligatoire dans son rang. Il trouvait qu'elle donnait un teint parfait au Clove, ce qui rassura légèrement Tarwin. Il se fut offert un bracelet d'une dizaine de centimètres de long qui ornait un écran qui prenait la courbure du cylindre en globalité. Il le plaça sur son avant-bras droit. Le système se mit en marche en scannant le jeune homme.
puis un liquide en sortit, un liquide noir, pâteux, qui finissait par le recouvrir du cou aux pieds. La sensation n'était pas bizarre, car il n'avait pas l'impression que quoi que ce soit le recouvrait. Il ne sentait plus ses vêtements qui le dérangeaient, juste une agréable chaleur qui l'entourait. Valoum lui expliquait qu'il s'agissait d'une armure réglementaire au sein des forces spéciales appelées l'élite galactique. Quand il touchait l'armure, il ressentait aucune sensation. Par contre, il s'amusait de voir les fluctuations du liquide à son toucher qui émettait de légères vaguelettes. Silus, quant à lui, prit la ceinture du jeune Clove, puis lui tendit. Ce que vut d'un mauvais œil Valoum. Maintenant qu'il porte cette armure, il n'a plus besoin de quoi que ce soit pour sa survie, dit-il, en appuyant sur le fait qu'elle était autosuffisante. Mais Tarwin prit quand même sa ceinture. Le matériel qu'il y a dedans m'a été donné par ma mère, et l'arme qu'il y a à l'arrière est celle de mon grand-père. Je ne pourrai jamais m'en séparer, rétorque-t-il d'un ton sec. Valoum ne sut quoi répondre et présenta ses excuses. Il repartit vers l'une de ses caisses de métal et ramena un casque. Ceci est le moteur de votre armure. Elle permet de la contrôler. Elle vous informera aussi de votre environnement, s'il est hostile ou pas, ainsi que toutes les personnes que vous rencontrerez, si elles sont alliées ou ennemies. Vous verrez, elle deviendra vite comme votre seconde peau. Le jeune Clove ne semblait pas convaincu. Il met son casque qui fusionne avec l'armure. À l'intérieur, il perçoit difficilement l'extérieur. Puis des lumières commencent à venir à lui. Elle lui communique la température extérieure, intérieure de son armure, de son niveau d'énergie restant. Il peut même voir si de l'énergie est utilisée autour de lui. Il apprend qu'un programme lui permet de comprendre, mais aussi de parler toutes les langues des peuples de la République universelle. Tarwin place sa ceinture autour de sa taille, qui s'intègre dans son armure, comme si elle était aspirée par le liquide pâteux. Les deux sacoches disparaissent, mais l'arme reste fixée à l'arrière. Le fourreau a fusionné lui aussi avec l'armure. Il se place dans la même position que l'avait mis le jeune Clove. Les deux vassals le regardent en prenant quelques pas de retrait. Ils sont satisfaits de leur travail, car ils arrivent à voir la peur qu'apporte cette tenue. Valoum indique à Tarwin qu'il doit se rendre sur son prochain objectif au plus vite. Il le mène à une nouvelle station de téléportation. Il prépare la destination, puis lui fait une dernière annonce. N'enlevez pas votre casque, du moins, sauf si votre commandant vous le demande. Tarwin acquiesce de la tête. Le temps est venu. Le jeune homme n'hésite pas. Il entre dans l'appareil et disparaît. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.